Chers amis, bonjour, quel plaisir de vous retrouver ici même sur votre stand Bleu Blanc Cœur en plein cœur du Salon de l'Agriculture édition 2022. Des sujets qui sont de l'ordre de vos préoccupations, l'affichage environnemental notamment au cœur des préoccupations des citoyens. Eh bien, nous allons tenter de répondre à ces différentes questions. Et on a d'ores et déjà Nathalie Kerroise, qui est la directrice de Bleu Blanc Cœur, avec qui je vais avoir le plaisir et le grand honneur de présenter cette table ronde. Et puis nous aurons également ici même Vincent Collomb pour l'ADEME. Nous aurons avec nous Eva Lacarce qui sera ici pour représenter l'Institut technique de l'agriculture biologique pour le Planet Score. À côté de vous, nous avons un membre de l'INRAE qui s'appelle Ayo van der Werf. Merci à vous d'être présent. Nous aurons également avec nous Fabien Girard, il me semble, c'est bien ça. Voilà, pour l'Earthworm, bien sûr. Et puis, nous aurons le plaisir d'accueillir également, et nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Gigandet pour Open Food Facts. Alors, la première question, eh bien, elle va s'adresser à Monsieur Collomb. L'affichage environnemental qui est en route, est-ce que vous pouvez nous en reparler, nous rappeler la genèse et les finalités attendues et le calendrier de mise en œuvre? Effectivement, l'affichage environnemental, c'est un sujet qui remonte à loin, au premier Grenelle de l'environnement. 2010, où à l'époque on avait déjà dit que c'était souhaitable d'avoir un affichage pour tous les consommateurs. On avait un peu travaillé, mais au bout de 2 ans, on s'était senti que c'était pas prêt, quoi. Techniquement, c'était pas mature. On n'avait pas d'accord ni sur les méthodes, ni sur les données, ni sur la manière de les communiquer. Et donc, c'était un peu retombé en stand-by autour des années 2010-2015. Puis là, on a vu en France une transformation du secteur avec notamment des applications de type Yuka, que vous connaissez bien, qui est un développement des bases de données et des attentes aussi sur les enjeux environnementaux vraiment qui ont monté en puissance. Et du coup, en 2019, le ministère a décidé de relancer le sujet et de relancer une grande expérimentation pour voir ce qu'on était vraiment capable de faire aujourd'hui dans ce nouveau contexte. Et donc, on a travaillé pendant 2 ans. Avec un appel à projets, on a eu 18 projets, donc 18 manières de faire de l'affichage environnemental dans différents contextes, en magasin, en restauration collective, et pour voir un peu ce qui était possible aujourd'hui, quelles étaient les questions scientifiques, quels étaient les enjeux en termes de technique, de faisabilité, et se faire un petit bilan pour voir si on pouvait mettre en œuvre quelque chose généralisé au niveau français, voire européen. Et en gros, ce qui ressort dans grands enseignements, c'est que les attentes sont très fortes. Les consommateurs sont vraiment intéressés pour avoir de l'information, plus de transparence sur l'impact environnemental de leurs produits. Qu'on est capable de faire un affichage à grande échelle, à bas coût. Il y a plusieurs preuves qui ont été amenées avec le Planet Score, l'EcoScore, la note globale. Donc on a plusieurs initiatives privées qui sont capables de faire des choses qui sont intéressantes. Et aussi qu'il y a besoin quand même de créer autour du consensus parce qu'on ne peut pas avoir 5 ou 6 affichages comme ça en parallèle. Il y a besoin de mettre un peu de l'ordre et de la cohérence et c'est probablement le rôle des pouvoirs publics de converger autour d'une méthode qui soit scientifiquement le plus robuste possible et aussi de créer du consensus autour des différents acteurs. Merci Vincent, tu as parlé d'un affichage convergent, donc vous avez fait un appel à manifestation d'intérêt pour tester plusieurs systèmes d'affichage parmi lesquels le Planet Score, l'EcoScore, et du coup je vous invite tous les deux, Stéphane si vous voulez bien, et puis ensuite Eva, nous présenter un petit peu le système que vous avez pu mettre en œuvre, les 2-3 je dirais faits saillants clés de la démarche pour qu'on puisse bien les identifier et voir leurs caractéristiques. Avec plaisir, bonjour à toutes et tous. Donc moi je représente Open Food Facts, on est une sorte de Wikipédia pour les produits alimentaires, une association à but non lucratif. On fait une base de données où on a 2 millions de produits. Donc on a travaillé pendant 3 ans avec d'autres acteurs, Yuka, ScanUp, Étiquetable et d'autres associations pour essayer justement de créer ce Nutri-Score de l'environnement. Et grâce aux travaux de l'INRAE, de l'ADEME, la base AgriBalise en Open Data, on a pu utiliser cette base justement pour créer un score. Donc la base AgriBalise, c'est de l'analyse de cycle de vie des produits. Par-dessus, on ajoute des informations qui viennent en particulier des labels de production, comme le label bio, le label Bleu Blanc Cœur. On regarde les emballages, on regarde les espèces menacées et l'origine des ingrédients. Et ça nous permet de faire une note synthétique. Alors je vous l'ai amené là pour voir à quoi ça ressemble. L'idée, c'est de faire la même chose que pour le Nutri-Score, qu'on ait une note synthétique pour que le consommateur, nous tous, dans le magasin, on puisse vraiment choisir en un coup d'œil, on sache que, par exemple, ce filet de poulet, il est noté C parce qu'il vient du fin fond de l'Union européenne, il est dans une barquette non recyclable.
Ce filet de poulet, il est noté B parce qu'il est d'origine France. Et ce filet de poulet, voilà, un autre va être encore mieux noté parce qu'il est bio et dans une barquette recyclable. On l'a lancé il y a 1 an publiquement. Aujourd'hui, l'EcoScore, il est disponible sur l'app Open Food Facts, mais aussi dans Yuka, dans ScanUp. Il est sur le magasin de Carrefour.fr. Et puis, il traverse même les frontières. Et c'est ça qui est intéressant, parce que l'enjeu, c'est bien sûr de faire ça au niveau de la planète. Et donc, il est déjà dans des supermarchés comme Colruyt en Belgique. C'est le premier distributeur belge. Chez Aldi en Allemagne. Et il y a d'autres acteurs qui sont en train de s'emparer du sujet. Voilà, c'est pour que les consommateurs puissent choisir et aussi pour encourager l'éco-conception des produits, pour donner des outils à tous les producteurs, petits ou grands, pour améliorer, réduire l'impact environnemental de leurs produits. Merci beaucoup. On vous laisse passer le micro à Eva. Bonjour, merci de l'invitation tout d'abord. Donc j'interviens au nom de l'ITAB, mais pas seulement. Le Planet Score, c'est un collectif aussi. C'est l'ITAB, donc l'Institut technique pour l'agriculture biologique, et que ce soit au niveau de l'agriculture biologique elle-même et de l'alimentaire en général, donc aussi de la transformation. C'est un institut technique qui couvre l'amont, l'aval et toutes les filières. Mais donc le collectif comprend aussi Sayari, un cabinet spécialiste des ACV, et Very Good Future. Et donc nous, on a vraiment en fait la volonté de porter la voix d'un maximum de collaborateurs. On a collaboré avec des chercheurs, donc de l'ITAB, de l'INRA, des universitaires sur le volet plutôt scientifique. On a travaillé aussi avec la société civile, qu'il s'agisse d'ONG environnementales ou spécialistes sur le bien-être animal, des associations de consommateurs, avec notamment l'UFC Que Choisir, et ensuite aussi des collectifs de producteurs, des entreprises, des industries agroalimentaires qui ont participé au scoring, qui ont participé aussi à la réflexion et au portage en fait, du projet Planet Score. Notre entrée dans l'expérimentation, elle s'est faite sur 2 volets, à la fois sur le volet méthodologique, et ça j'y reviendrai plus en détail, et aussi sur le volet consommateur. Quelles sont les attentes du consommateur en termes d'affichage environnemental, quels sont les critères qu'ils veulent voir affichés, et qu'est-ce qui va être le plus impactant pour eux, comment les sensibiliser au mieux. Mais on n'est pas sur une note globale comme l'EcoScore avec une seule note en fait. On a une note globale et ensuite 3 sous-indicateurs déclinés qui concernent les pesticides, qui concernent la biodiversité et qui concernent aussi le climat bien entendu. Et donc on a aussi proposé des solutions pour favoriser l'éco-conception par les industriels de leurs produits. Donc il s'agit par exemple des facteurs sur l'écotoxicité, la toxicité pour les écosystèmes, la toxicité humaine. Et aussi on a corrigé certains facteurs d'émissions, d'impact, on va dire, de gaz à effet de serre qui reposaient sur des données un peu obsolètes en fait. Donc il y a eu cet aspect-là, un premier travail sur l'analyse de cycle de vie. Et comme le proposait en fait le cadre méthodologique de l'appel à projet, on a travaillé aussi sur des indicateurs complémentaires pour venir compléter en fait l'ACV, la corriger et donner à comprendre en fait aux consommateurs et aussi aux industriels. Ces critères concernent donc les pesticides, les antibiotiques, la déforestation, les pratiques agricoles. Il faut savoir que les pratiques agricoles, c'est quand même une part vraiment importante de l'impact environnemental de l'alimentation. L'origine aussi, donc avec un score selon le pays d'origine et ses politiques environnementales, la présence d'OGM, l'irrigation, l'emballage évidemment, la déforestation, le transport. Alors il a un peu d'impact, mais par contre quand on utilise l'avion pour transporter les ingrédients, là ça a un impact très fort. Donc ça c'est un critère où on attribue une pénalité forte. Le stockage du carbone dans les sols, l'utilisation des engrais de synthèse qui utilisent beaucoup d'énergie et l'approvisionnement local. Et aussi l'impact de la production hors saison, par exemple, dans des serres chauffées. Voilà, on a tout un ensemble de paramètres qui sont ajoutés en fait et déclinés selon les axes que l'on a choisi de retenir. Donc les axes santé et toxicité humaine, biodiversité et écotoxicité, climat, carbone et ressources, et que l'on injecte ensuite dans les sous-indicateurs affichés, donc biodiversité, pesticides et climat. Merci à tous les deux pour la présentation des 2 systèmes qui sont les plus présents, on va dire, dans nos têtes aujourd'hui sur les perspectives d'un affichage environnemental. On a parlé un petit peu de l'ingénierie qu'il y a derrière, mais je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. Et vous avez parlé de système de production agricole. Alors Fabien, pour présenter Earthworm,
Du coup, vous êtes sur un certain nombre de sujets en lien avec les modes de production agricole. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot, et puis aussi nous dire comment ces systèmes de notation vont accompagner votre stratégie qui est aujourd'hui portée par l'ONG, on va dire. Et est-ce que ça va pousser vos actions ou au contraire peut-être pas les favoriser? C'est une très bonne question. C'est vrai qu'on travaille beaucoup sur les supply chains et sur la déforestation, par exemple sur le soja, la déforestation importée sur le soja, l'impact que va avoir les modes de production agricole sur les écosystèmes, sur les sols, sur les forêts. Moi, c'est vrai que j'ai pas mal de questions. En particulier, on parle de déforestation, on parle justement de notes globales. Je pense que l'affichage environnemental, il porte une grosse responsabilité, celle d'indiquer aux clients, au consommateur final, finalement, qu'est-ce qu'il y a dans les chaînes d'approvisionnement, en achetant tel produit ou tel produit, est-ce que je peux y aller en toute confiance? Et si jamais on ne capture pas l'ensemble justement des dynamiques de transformation des filières, on risque d'induire justement le consommateur en erreur. Donc je pense que c'est essentiel d'avoir un affichage environnemental, ça c'est évident, tout le monde le demande. On doit réussir à guider le consommateur vraiment dans ses choix, mais par contre, quand je vois sur le soja par exemple ou sur l'huile de palme, c'est des filières sur lesquelles on travaille à l'international, la complexité justement de la transformation de la filière, la complexité aussi de positionner un jugement, est-ce que ça c'est un soja responsable, est-ce que c'est un cacao responsable, est-ce que c'est l'huile de palme responsable? Je m'interroge finalement sur les systèmes de notation, comment est-ce qu'on va réussir à traduire tout ça sur un score? Alors, j'ai l'impression que les deux initiatives sont parties sur deux optiques un peu différentes. Là, c'est juste une note. Alors, qu'est-ce que ça prend derrière en compte, cette note? Là, c'est un peu plus détaillé. J'ai entendu le terme de déforestation, donc ça nous parle beaucoup. Le terme de local aussi, pour nous, c'est très important. Je pense que l'affichage environnemental, il accompagnera la transformation des filières, la relocalisation aussi des protéines, s'il est vraiment pertinent, ouvert aussi, je pense, à une démarche, pas de critique, mais on va dire de co-construction, parce que ce qui est vrai à un moment n'est pas forcément vrai à un autre moment. Donc en fait, la question que j'ai, c'est comment est-ce que vous voyez aussi, enfin comment est-ce que vous prenez en compte en tant qu'EcoScore ou Planet Score, comment est-ce que vous arrivez vraiment à prendre en compte toutes ces subtilités et à suivre aussi l'actualité des commodités? Et puis je finirai en disant simplement en disant que je suis tout à fait d'accord sur le critère local. Pour moi, il est très important. Là, pour le coup, il est beaucoup plus facile quand on a de la production locale. C'est sûr qu'en général, plus c'est local, on va dire mieux c'est. Donc pour ça, c'est un critère qui ne me semble pas forcément problématique. Mais sur plutôt les grandes commodités, comment est-ce que vous avez capturé évidemment ces subtilités, ces dynamiques de transformation des filières? Et on peut en profiter justement autour de cette table ronde pour y répondre. Eva, est-ce que vous vouliez y répondre en priorité et puis ensuite on passera à la Swarm? Donc en fait, moi je vois plusieurs pendants un peu dans votre question. Il y a d'une part la question de la source de données. En fait, comment est-ce qu'on arrive à savoir d'où viennent les commodités, le sourcing, les labels qui s'appliquent dessus, etc. Donc nous, notre choix, c'était pas forcément de partir bille en tête sur le big data, mais d'aller directement interroger les entreprises qui sont venus vers nous, qui nous ont fourni leurs recettes, leurs appros, etc. Ils nous ont donné le maximum de données. C'est-à-dire qu'on a des critères qui évoluent au fil du temps. Par défaut, on sait que quand on n'a pas de label, d'engagement, de cahier des charges spécifique sur les ingrédients, c'est que en fait, on n'a pas un sourcing qui se soucie en fait de la déforestation. On n'a pas un sourcing qui se soucie d'un approvisionnement local pour le feed des animaux. En bio, l'alimentation doit venir en priorité de la ferme et puis sinon en majorité d'un approvisionnement local. Et ensuite, il y a une part qui peut être introduite. Donc voilà, c'est des choses qu'on essaie de prendre en compte au maximum. C'est pas chose aisée. L'idée, c'est d'avoir un Planet Score ou un EcoScore qui soit déployé, certes, mais qui donne l'information la plus objective possible aux consommateurs, aux industriels, pour que ce soit quelque chose utile, en fait, utile et d'intérêt général. Voilà, pour éviter le greenwashing. Merci beaucoup, Fabien. Vous voulez rebondir? Oui, bien sûr, juste pour rebondir. Nous, sur l'EcoScore et Open Food Facts, on a une approche très pragmatique. On se dit, voilà, l'affichage environnemental, Vincent l'a rappelé, ça fait 20 ans qu'on en parle. Si on veut un affichage parfait, dans 20 ans, on ne l'aura toujours pas. Donc on se dit, on commence par quelque chose de très générique, mais où on peut avoir un affichage sur tous les produits. Et graduellement, on va essayer d'avoir le maximum d'informations
descendre dans les chaînes d'approvisionnement, etc., pour avoir des scores plus précis. Donc aujourd'hui, la prise en compte de l'huile de palme, par exemple, on analyse les ingrédients, on regarde s'il y a l'huile de palme, on regarde s'il y a le label RSPO, on pourra éventuellement regarder quelle variante du RSPO c'est, etc., pour y aller. Pour l'alimentation, par exemple, en soja, etc., on va plutôt s'appuyer pour l'instant sur les labels comme Bleu Blanc Cœur, comme le label rouge, comme le bio, où il y a des garanties justement sur la réduction du soja importé. Mais l'idée, c'est vraiment d'encourager les entreprises à être de plus en plus transparentes, de plus en plus précises. En fait, c'est toute l'histoire d'Open Food Facts, justement, c'est de faire que la transparence, ça devienne une transparence de fait, par défaut. Une base de données sur les produits alimentaires avec les ingrédients, la nutrition, etc., il y a 15 ans, c'était impensable. Aujourd'hui, elle existe. Là, on est en train de voir avec les industriels, il y en a qui nous disent « Oui, alors moi, mes ingrédients, je ne veux pas dire quelle est la provenance de mes ingrédients, je ne veux pas dire quel est le pourcentage exact. » Mais moi, en tant que consommateur, je me dis c'est hyper légitime qu'on sache d'où viennent les ingrédients, je ne sais pas, du cordon bleu, qui les a fabriqués, où c'est, etc. Et graduellement, en fait, notre approche, c'est de travailler avec les gens qui ont envie de mieux faire, et il y en a beaucoup dans l'industrie, et de mettre justement en lumière ces bonnes pratiques. Et on a un peu la même approche, justement, de se dire, on a des scores par défaut, et dès qu'on a plus d'informations sur la provenance des ingrédients, sur comment sont alimentés les animaux, etc., on va pouvoir construire ensemble des scores plus précis. Merci beaucoup Stéphane. Vous pouvez reprendre la parole, bien sûr Fabien, si vous le souhaitez. Juste 2 minutes, parce que ce que je voulais vraiment illustrer, c'est qu'on a besoin de l'affichage environnemental, ça c'est sûr. L'affichage environnemental, c'est des supply chains qui sont complètement cachés, opaques. Et derrière, en fonction de la note qui va être donnée, on va favoriser une transformation ou pas d'une supply chain. Et c'est très important quand même d'aller creuser, surtout sur les grosses filières, cacao, café, soja, huile de palme, parce que le client va finalement être complètement dépendant de l'affichage environnemental pour faire son acte d'achat. Et si on n'a pas forcément toutes les informations, on va en fait finalement quelquefois freiner les bonnes initiatives et on peut favoriser certaines qui sont moins bonnes. Merci beaucoup. Des éléments très complets. Et effectivement, en ce qui vous concerne, IO, puisque maintenant on va vous laisser la parole, vous avez planché avec l'INRAE, au sein de l'INRAE, et publié tout récemment une recommandation scientifique en vue d'établir cet affichage environnemental. Quelles en sont les grandes conclusions et recommandations émises? Moi, je travaille à INRAE, l'Institut de recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, et j'ai fait partie du conseil scientifique qui a regardé ces 18 propositions faites pendant l'expérimentation. La première des choses, c'est qu'il faut rappeler que l'objectif de l'affichage environnemental, c'est d'éclairer les consommateurs sur 2 choses. D'abord, leur permettre de choisir les produits et qui ont moins d'impact sur l'environnement. Et deuxièmement, de faire évoluer les régimes alimentaires. Une conclusion clé du conseil scientifique a été que cet affichage environnemental doit être basé sur une méthode qui s'appelle analyse du cycle de vie. Ça prend en compte toutes les chaînes d'approvisionnement, quels sont les ingrédients, comment ils ont été produits, donc le soja, l'huile de palme, etc. Et deuxièmement, ça prend en compte toute une panoplie d'impacts environnementaux. Ce qui est recommandé aussi, c'est de faire ça dans le cadre européen du PEF. Et le PEF, ça veut dire Product Environmental Footprint, donc l'empreinte environnementale du produit. Le conseil scientifique a proposé plusieurs correctifs qui peuvent être mis en œuvre assez rapidement, notamment en ce qui concerne le stockage du carbone dans les sols, qui est une façon de diminuer les gaz à effet de serre, la biodiversité à la parcelle et des éléments de toxicité mentionnés par Eva. Et là, sur l'EcoScore et le Planet Score, on a quand même l'impression qu'il y a un peu trop de choses mises en plus qui ne sont pas forcément très bien justifiées. Donc, on a sorti un rapport qui a pour objectif de donner des conseils pour aller vers une méthode consensuelle au niveau français qui soit cohérent avec ce qui se passe au niveau de l'Union européenne.
Merci Ayo. Du coup, j'ai très envie de rebondir sur ce que vous venez de dire parce que effectivement, j'ai la sensation que l'analyse de cycle de vie a pu être discutée, en tout cas dans les expérimentations qui ont pu être mises en place. On a, nous, au niveau de Bleu Blanc Cœur, forcément eu un intérêt à travailler avec les deux approches, hein, l'EcoScore et le Planet Score, par rapport aux enjeux environnementaux qu'on porte. Suppression, diminution puis suppression du soja d'importation, pas d'huile de palme depuis 20 ans, depuis nos commencements. Un certain nombre de sujets environnementaux. On n'a pas envie de passer à côté de l'affichage environnemental. Nutri-Score ne valorise pas forcément les enjeux nutrition et santé de l'approche Bleu Blanc Cœur. On a aussi ce sujet du méthane qui est porté dans le cadre de Bleu Blanc Cœur. L'alimentation à base d'oméga 3 permet de diminuer de façon très significative le méthane. On en a fait des projets labellisés bas carbone. Et c'est vrai que dans les systèmes de notation qui sont proposés, on voit qu'aujourd'hui, il y a potentiellement des ajustements sur ce poids du méthane entre la science, le rapport du GIEC, ce qu'on peut mesurer ou observer dans les différentes approches. Ça veut dire que, du coup, est-ce que ces systèmes d'affichage vont évoluer au rythme de la connaissance scientifique ou comment vous voyez les choses? Je me permets de vous poser cette question-là parce qu'effectivement, on n'aura pas forcément les mêmes poids en fonction du système. Question ouverte. Il faut, au fur et à mesure que les connaissances et la disponibilité de données s'améliorent, adapter et améliorer la démarche. Par exemple, sur l'histoire du méthane, on a vu la proposition faite par le Planet Score et on considère qu'actuellement, ça ne correspond pas, peut-être pas encore, mais en tout cas pour le moment, ça ne correspond pas à la consensus scientifique international. Alors nous, on est très heureux que justement l'ADEME, l'INRAE reprennent en main justement l'affichage environnemental et on espère que justement l'EcoScore, le Planet Score, on va pouvoir prendre toutes les bonnes idées, toutes les avancées, etc. et fusionner dans quelque chose qui soit meilleur que chacune des parties. Et je rejoins vraiment Ayo sur le fait que c'est important qu'il y ait un consensus, mais surtout, nous, il faut qu'il y ait un consensus scientifique et surtout que la méthodologie soit transparente, que les données aussi soient transparentes, que le consommateur puisse savoir pourquoi il y a cette note. Parce que les ingrédients viennent de tel ou tel endroit, parce que les animaux ont été nourris avec du soja qui vient de tel ou tel pays, etc. Donc pour nous, c'est vraiment des points importants. Consensus scientifique et transparence. C'est vrai qu'il faut, pour susciter la confiance, se baser sur les données le plus objectives possible. Mais par contre, en fait, on sait qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à mesurer en l'état actuel des connaissances. Mais il y a aussi une autre dimension qui est une dimension politique. Donc ça, c'est quelque chose que vient éclairer la dernière publication du GIEC, la toute récente, qui dit qu'il ne va pas suffire d'avoir des engagements personnels, il va falloir avoir des décisions politiques aussi derrière pour choisir ce qu'on met en avant, ce qu'on prend en compte et comment on le prend en compte. Merci beaucoup Eva. On va passer maintenant la parole à Vincent Collomb, puisqu'au regard de toutes ces expérimentations et cette note scientifique INRAE, comment l'ADEME envisage de finaliser ce sujet? Comment se dessine le futur affichage à présent? Il y a 5 sujets qui ont été identifiés. Donc je les redis peut-être: biodiversité, écotoxicité, plastique des emballages, carbone du sol, et puis la question de la pêche des ressources, sur la question des surpêches qui est aujourd'hui pas bien prise en compte dans les ACV. Donc voilà, on a nos 5 sujets qui sont ces 5 sujets clés. Une fois qu'on aura une première version de nos algorithmes, on espère que vous nous aiderez à le tester, à vérifier peut-être des choses qu'on n'aura pas vues pour refaire les petits ajustements à la fin et puis qu'on atterrisse et que tout le monde dise voilà, pour le consommateur, c'est bien qu'il ait un dispositif qui l'identifie, qui comprenne et qui a aussi à vocation à être au-delà de l'alimentaire. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision globale sur l'ensemble des secteurs et que tout le monde s'y retrouve d'une manière efficace et qu'on crée de la confiance et effectivement que les gens puissent mieux choisir leurs produits et que les entreprises qui font des efforts soient valorisées. Merci à tous. Du coup, c'est vrai qu'il a été soulevé la question de la science, de la politique aussi, parce que est-ce que l'écologie peut devenir politique ou est-ce que c'est un sujet strictement scientifique? C'est vrai que moi, je fais un petit parallèle, en tout cas, mais chez Bleu Blanc Cœur, on a d'abord été une démarche de nutrition et de santé, puis on a travaillé avec notamment vos équipes, Ayo, sur le programme Agralide en 2013-2016, où on avait pu mesurer des bilans environnementaux. C'était notre immersion dans la démarche. Puis après, on a pu fonctionner avec l'ADEME. Mais c'est vrai que ça nous a ouvert, nous, l'esprit sur cette connaissance scientifique que le changement des modes de production peut avoir des impacts très significatifs sur l'empreinte environnementale des produits. Comment on va communiquer et informer le consommateur pour qu'il ne soit pas complètement perdu? Ça passera sans doute par un consensus de tous les acteurs autour de cet affichage environnemental.
Sur la communication, je peux en partager les conclusions du bilan et du rapport scientifique. D'une certaine manière, c'est le sujet peut-être le plus simple, où on sait quand même ce qui marche, ce que les consommateurs comprennent, en disant d'avoir un système qui soit quand même synthétique, colorimétrique, qui dit d'où rapidement on peut avoir une première idée, et effectivement que pour les gens qui veulent aller plus loin, pour la confiance, qu'ils puissent avoir des indicateurs un peu plus précis. Alors soit on les met directement sous le produit, soit on les met sous le site, pour comprendre derrière comment c'est construit, comment l'indicateur, et donc avoir peut-être une note globale environnementale, et derrière un sous-indicateur biodiversité, climat, ressources. Enfin, voilà, ça il y a différentes options, mais globalement on voit assez bien comment il faut faire pour que ce soit compris et utile. Oui, c'est pas tout à fait en fait la conclusion à laquelle est arrivé le Planet Score, le collectif Planet Score, avec justement le volet de l'étude consommateur, où vraiment en fait le consommateur était attaché à avoir un scoring environnemental détaillé en fait, avec des éléments de lisibilité directe on-pack en fait du score environnemental, pour donner à comprendre en fait ce qui le constitue. Et donc, pour compléter aussi la réponse de Vincent tout à l'heure, ce qu'on a constaté, c'était que les consommateurs sont certes attachés à l'impact climatique des produits alimentaires, sont certes aussi intéressés par l'impact sur la biodiversité, mais il y a des choses qui leur parlent particulièrement. Il s'agit des pesticides, d'une part, et d'autre part, et ça fait partie de l'équation environnementale aussi, les aspects mode d'élevage, bien-être animal. C'est quelque chose qui compte pour le consommateur, qui souhaite voir affiché dans le cadre d'un affichage environnemental, et c'est des choses importantes. Ouais, alors en fait, il y a l'aspect scientifique, ça c'est sûr. Par contre, pour moi, quand on juge l'impact environnemental d'un produit, en fait, il y a tout un aspect supply chain. Et ça, je ne sais pas si ça rentre dans la science ou pas, mais en fait, il y a quand même derrière quelque chose de très compliqué. Et encore une fois, parfois, on est présent sur une vingtaine de pays, on travaille sur une trentaine de différents pays et supply chain. C'est derrière la transformation de ces supply chains, c'est beaucoup plus que juste une certification, souvent d'ailleurs un certificat qu'on achète sans qu'il y ait de réalité physique sur le produit. Donc ça, il faut réussir quand même à le capturer. Et c'est ce que je soulignais, la responsabilité de l'affichage environnemental. Pour moi, il est énorme parce que l'acte d'achat, il se fait très rapidement. Et donc, le consommateur, il y en a certains qui vont aller certainement creuser, mais bon, ils vont voir un A, ils vont prendre le A. Si derrière, on n'a pas quelqu'un qui a bien joué le jeu et qui, parce que c'était plus facile d'acheter un certificat, comme on a le cas sur les grandes commodités comme le soja, hein, pour se dédouaner, et que ça, c'est considéré comme étant un plus, ça sera très dommageable pour les transformations qui sont en cours sur les filières. Sinon, on risque de passer à côté, et les efforts qui sont faits sur certaines filières vont revenir en arrière. Tout le monde va se dire, bon, bah, s'il suffit juste d'acheter un certificat pas cher pour avoir une bonne note, on fera ça. Donc voilà, je voulais juste souligner ça, mais évidemment que l'affichage environnemental est nécessaire et il est attendu. Il faut qu'il soit bien fait, il faut qu'il soit le plus rigoureux possible. Enfin, Yo, vous voudriez peut-être bien répondre. J'ai cité tout à l'heure le programme Agralide qui nous avait ouvert les yeux parce qu'on avait fait des analyses de cycle de vie de nos produits. On avait constaté des améliorations, on va dire, certains critères, notamment le bilan carbone. Et c'est vrai qu'au niveau du conseil d'administration de l'association derrière, parce que c'était comptabilisé scientifiquement, mais on a pu ouvrir des chantiers sur sortie du soja d'importation. C'est même plus des certificats, c'est carrément sortir du soja d'importation, refaire du lien au sol, remettre en place des légumineuses. Et je pense que la réponse à votre question, elle est intégrée scientifiquement dans les analyses de cycle de vie. Le principe de l'analyse de cycle de vie, c'est justement, là j'ai un fromage, je remonte à la vache et je remonte à tout ce que la vache a mangé, que ça vienne de près ou de loin. Et j'ai des grosses bases de données et des outils de calcul pour prendre en compte tout ça. Juste sur la communication, bon, je suis complètement d'accord que en tant que consommateur, moi j'aime bien voir un ABCDE, mais d'avoir un peu de détail à côté sur quelques éléments et le bien-être animal, c'est clair que c'est un plus. Donc je pense que ça, c'est vraiment une proposition du Planet Score qui est intéressante. Merci beaucoup, Ayo. Stéphane, vous pouvez effectivement réintervenir. Vous aviez quelque chose à rajouter. Sur la nutrition, on a bien vu, avant on avait des tableaux nutritionnels, après l'industrie a proposé plein de pourcentages bleu ciel, etc. Et c'était impossible de comparer les produits entre eux dans les magasins. Maintenant, voilà, le Nutri-Score, alors c'est pas parfait, mais au moins on peut vraiment comparer les produits. Donc c'est important, moi je pense que voilà, la surface est limitée sur un produit, c'est important que de garder
un score sur ABCDE pour qu'on puisse comparer. Par contre, effectivement, pour les industriels, pour les aider, les encourager, c'est super important de pouvoir développer des outils pour qu'ils puissent voir qu'est-ce qui se passe si je change de tel ingrédient par un autre. Qu'est-ce qui se passe si je mets ce soja à la place d'un autre? Est-ce que j'arrive à avoir une meilleure note? Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait justement sur le Nutri-Score. Tous les industriels qui envoient leurs données sur Open Food Facts, on leur dit, sur vos 1000 produits, il y en a 200 où il suffit de baisser un tout petit peu le sel ou le sucre ou le gras et vous gagnez une note de Nutri-Score de C à B ou de B à A. Et si on peut encourager cette éco-conception, aussi bien pour la nutrition que pour la santé, que l'impact sociétal, etc., c'est génial parce que du coup, ça améliore la qualité de l'offre pour tout le monde et c'est efficace pour tous les gens, y compris les gens qui ne sont pas sensibilisés. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on essaye de faire justement avec l'affichage environnemental. C'est encourager cette montée en qualité. Merci beaucoup. On en arrive au terme de cette table ronde. En mot de conclusion, éventuellement, vous l'avez compris, bien sûr, l'environnement étant un sujet déterminant de société, comment voyez-vous toutes les connaissances agrégées au service de ce bien commun? Est-ce qu'il y a un mot de conclusion pour terminer cette table ronde? Allez-y, je vous en prie. On est face à des défis mondiaux, le problème de l'impact de l'alimentation sur la santé, sur l'environnement. Et si on veut résoudre un problème, il faut les données de ces problèmes. Et c'est pour ça que moi, l'appel que je fais, c'est un appel à la transparence de la part des producteurs, à être le plus transparent possible sur tout l'approvisionnement, toute la chaîne de leurs produits, pour qu'ensemble, on puisse trouver des solutions justement pour faire des produits qui soient meilleurs, avec moins d'impact. Et il est urgent qu'on trouve des solutions. Donc voilà, j'espère que tous ensemble, on va pouvoir œuvrer à ce bien commun pour qu'on puisse mieux se nourrir en ayant un moindre impact sur la planète. Merci Stéphane. Fabien. Pour moi, c'est important d'avoir aussi la discussion avec la société civile. Ça, je pense que c'est hyper important parce que c'est eux qui amènent aussi les ONG, qui amènent le côté, on va dire, un peu poil à gratter et qui vont dire là, oui, ça c'est pas normal, etc. Mais voilà, en tout cas, moi, je ne suis pas un expert, encore une fois, de l'affichage environnemental, mais je trouve que c'est une très bonne chose. Il faut juste qu'on guide bien le consommateur vers le meilleur produit. Voilà. Ayo ? Moi, je suis complètement d'accord avec mes deux collègues. Je pense qu'avec l'expérimentation sur l'affichage environnemental, on s'est engagé dans un chemin. Il y a plein de choses qui ont été explorées. On est à mi-chemin, on va dire. Et là, il faut qu'on avance vers la mise en commun des bonnes idées des uns et des autres, le respect de la rigueur scientifique, évidemment, pour aller vers un modèle d'affichage consensuel au niveau France et qui peut être précurseur sur ce qui va se passer au niveau de l'Union européenne. Eva. Oui, tout à fait. C'est vrai que les enjeux ne sont pas seulement au niveau français. Il y a un contexte réglementaire français. Il y a aussi au niveau européen des débats qui se font au niveau des green claims. Il y a une consultation actuellement sur l'étiquetage des produits alimentaires au niveau européen qui exclut, comme par hasard, la question de l'affichage environnemental. Donc c'est quand même un peu dommage. Mais au-delà de ça, en fait, promouvoir des actions politiques parce que il y a urgence, on n'a pas de planète B, on est d'accord qu'il faut aller vite, avec les connaissances qu'on a, l'expertise qu'on a et les décisions qu'on veut prendre pour envisager un meilleur demain, en fait. Vincent, pour conclure, approchez-vous, je vous en prie. Oui, je partage globalement tout ce qui a été dit. Enfin, moi, mon mot à la main, c'est que maintenant, il est temps de transformer l'essai et qu'il faut qu'on amène une belle équipe pour porter tout ça au niveau européen et que vraiment les différentes personnes en France qui ont envie que ça avance, on arrive à porter ça collectivement parce qu'il y a encore des beaux échanges qui s'annoncent. Nathalie, pour Bleu Blanc Cœur ? Non, j'ai envie de vous remercier, puis surtout vous dire merci pour tout le travail qui a été fait. Nous, on arrive en bout de course, on a découvert tout ce travail de fond qui a été piloté par l'INRAE, par l'ADEME et puis par les expérimentateurs de l'affichage environnemental. Je sais que c'est un sujet extrêmement important parce que on a parlé de bien commun. C'est vrai qu'on a, en tout cas pour les acteurs qui sont engagés dans ces thématiques, on a très envie de faire avancer le bien commun et ensemble, collectivement. Je pense qu'il n'y a plus d'opposition de filière dans ces sujets-là. Il n'y a que faire monter en compétences, en gamme et puis apporter des solutions à court terme. Et il faut qu'on s'y emploie tous avec les bons guides, on l'a dit tout à l'heure. On découvre grâce à la science les sujets sur lesquels il faut agir rapidement. Et ça, c'est extrêmement important et c'est ce qu'on a envie de porter. Et si en plus on est valorisé par un affichage environnemental convaincant et compréhensible par le consommateur, on aura sans doute gagné quelques années et puis peut-être ce combat.
Voilà, vous l'avez compris, chers amis, eh bien, c'était un sujet d'importance. En l'occurrence, on va conclure maintenant cette table ronde, l'affichage environnemental. Vous avez beaucoup plus d'éléments à ce sujet maintenant. Merci à toutes et à tous et on se retrouve prochainement pour une autre émission.